Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle conversation avec monsieur Aurélien Fache. Je suis ravi Aurélien que tu Bonjour. sois là, c'est un vrai plaisir. Alors effectivement, en fait, on regarde là parce qu'on a le retour ici, mais vous inquiétez pas, on est bien là. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. En fait, je voulais parler aujourd'hui effectivement avec Aurélien de science-fiction, je voulais parler un peu de notre futur. Je voulais voir un petit peu comment est-ce qu'on pouvait comprendre le futur, comme je mettais dans la description sur Facebook, avec Aurélien. Donc on s'est vu pour préparer un peu cette émission qui est complexe, qui est dense. Donc on a essayé de trouver des axes qui étaient les plus intéressants possibles. Mais très franchement, on pourrait rester sur ce canapé, je pense, a priori une semaine en live à vous parler. Donc on va essayer d'avoir un angle précis et surtout un angle précis pour que Aurélien revienne plusieurs fois pour nous parler de plein de trucs sur la VR. Ouais, Enfin, sur la VR. faut me canaliser parce que sinon, là, tu vas en avoir pour 3 heures. Donc, On va faire ça, t'inquiète pas. Euh, Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation parce que du coup, on va apprendre plein de trucs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de comprendre en quoi est-ce que la science-fiction nous permet aujourd'hui Oula, peut-être de t'as failli, comprendre ou peut-être de voir des prémices de ce qui va se passer dans le futur. Et comment est-ce qu'on peut regarder un peu l'évolution de ces fameux GAFA avec ces Google, Amazon, Apple, Facebook Hmm. et quel est le futur développement. Je me souviens encore, là, pour préparer, on parlait de Second Life. Second Life, pour moi, c'était vraiment le truc un peu bizarre sur le web. Et en fait, il y a une espèce de vision incroyable derrière, on va pouvoir en parler. Ouais, ouais. Aurélien, je pense que le mieux, c'est déjà que tu te présentes et que tu nous dises un peu qui tu es, ce que tu fais, ce que tu aimes dans la vie, comment tout ça a commencé. Raconte-nous tout ça. Vous Qui avez es-tu une déjà? heure, vous avez une heure, Écoute, t'as 5 minutes. 5 minutes. Moi, c'est Aurélien. Peut-être que vous me connaissez un peu plus sur Facebook. Je poste beaucoup sur Facebook et sur Twitter, entre autres. Moi, j'ai plus 20 ans, parce que en fait, j'ai commencé ma carrière, j'avais 20 ans, justement. J'ai débuté chez Multimania Lycos Caramel. Quand je dis ça, les gens me disent, mais en fait, mais t'as quel âge? Non, j'ai plus 20 ans. Oui, Caramel avec Aurélien Garcia. Il y avait aussi Lycos va chercher. Avant les blogs, hein, parce qu'avant, c'était en 2000. 2003 sont arrivés les blogs avec Loïc Lemeur. Ouais. Et avant, il fallait savoir justement s'exprimer, il fallait savoir coder sur Internet en HTML. Chacun avait son petit compte FTP et son petit compte éventuellement front page. Il fallait savoir coder pour pouvoir s'exprimer sur Internet, quoi. C'était en 2000. Multimania, Lycos, C'est Caramel. fou. Donc il y a 16 ans, Avant les blogs. Facebook, Avant les blogs, et tout avant ça, Twitter, avant le c'était cloud, avant l'IA, avant. Et moi, comme un petit con, quand j'avais 23 ans, je pensais avoir tout vu. Quand je donne des cours, parfois, je dis, mais à 23 ans, je pensais avoir tout. Mais en fait, aujourd'hui, on n'a encore rien vu par rapport à un Internet possible ouais. dans 5, 10 ans, 15 ans. Sur quoi, aujourd'hui, ça, c'est une révolution en tant que telle, mais peut-être que dans 15 ans, bah, ça n'existera plus. Le futur du smartphone, ça sera peut-être des lunettes ou des lentilles. Enfin, pour ma part, en tout cas, je ne sais pas si c'est le futur pour tout le monde, mais en tout cas, c'est le côté, comment on va dire ça, stimulant de la chose, c'est que eh ben, les géants d'hier, il faut qu'ils se remettent tout le temps en question. C'est vraiment, il se passe tout le temps, tout le temps, tout le temps des choses. On C'est pensait ça. que le smartphone c'était la finalité. Enfin, euh, ceux qui ont un peu de vision et compagnie, ou ceux qui voient les investisseurs, ils savent très bien que c'est pas la finalité de la chose. Mais il y a un après smartphone, il y a un après, voilà. Donc Alors c'est en fait, vraiment c'est des ça. enjeux considérables, quoi. En fait, il y a effectivement ce qu'on vit actuellement, les usages actuels. Effectivement, le téléphone est aujourd'hui l'outil le plus important qui a révolutionné, je dirais, globalement la société. Bah, Nous, on va pas forcément il y a s'intéresser à cet axe Ouais, après il y a eu globalement. il y a eu le desktop. Après, il y a eu le phénomène desktop avec Apple et compagnie. Bon, après, je schématise, hein. Après, il y a eu Ouais. le mobile. Mais c'est quoi le next step après le mobile, quoi? C'est de se Exactement. dire Et c'est ça dont on va parler. Donc effectivement, on va parler de plein de choses. Je pense que dans les commentaires, vous allez tous me mettre oui, mais en fait, tu es en train de parler de plein de trucs, mais finalement, le Ouais. temps que les gens s'y mettent, ok, 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 ok. C'est vrai, on n'est vraiment pas sur enfin, on est sur l'usage, mais l'usage sur des niches, sur des tests, sur des tentatives, et l'idée est de comprendre un petit peu quel sera le prochain grand usage pour la Bah, société. c'est même certains considèrent que c'est l'internet du futur, quoi. C'est-à-dire que c'est effectivement plus du tout un internet au sens page web mobile. C'est vraiment internet qui va se mixer avec la réalité. C'est
C'est la vision qu'avaient certains, justement, dans les années 80 dans la science-fiction, qui devient, d'une certaine manière, une réalité aujourd'hui. Quoi. Voilà. Enfin, une réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, je précise. Moi, je précise en plus, comme je n'ai pas monté de boîte, je n'ai pas monté de start-up aujourd'hui, je peux dire aujourd'hui, mais ceux qui mettent de l'argent, Mark Zuckerberg, il a mis 2 milliards dans Facebook. Il veut que ça devienne une réalité dans 5-10 ans. Quoi. Il veut pas, c'est pas un gadget pour lui. Quoi. Donc après. Tu me fais une magnifique transition parce que tu viens de dire 2 mots qui m'intéressent, qui sont science-fiction. Quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à la science-fiction et à te dire, ok, en fait, effectivement, cette littérature qu'on appelle, alors tu me disais punk, rétro-punk, ou tu vas clarifier tout ça. Toute cette littérature finalement qui est assez ancrée dans ce qui va se passer demain, une espèce de tentative d'aller voir ce que pourrait être un monde futur en lien avec des technos et de l'humain. À partir de quand tu as commencé à t'y intéresser et en quoi est-ce qu'aujourd'hui ça te nourrit dans ta vision? En fait, c'est quand j'étais chez OVNI, je sais pas pourquoi, je sais plus exactement à quel moment. En fait, donc OVNI.fr, OWNI, c'était un site d'information en ligne où on s'est rencontrés d'ailleurs. Ouais, c'était il y a déjà 9 ans, enfin voilà, un média. C'était il y a déjà 9 ans? Non, 2009, c'était il y a 7 ans déjà. Oui, c'est ça, tu m'as fait. Oui, non, mais 7 ans, c'est déjà pas mal. 7 ans, c'est déjà pas mal, ouais. Et donc, quand tu étais chez OVNI, effectivement, qui est un espèce de lieu un peu de bidouille. C'est à ce moment-là, peut-être que j'ai. Ouais, attends, j'ai Ok, juste. vas-y. Non, mais en fait, c'était. Après Multimania, Lycos, Caramel, j'ai été le premier dev de Dailymotion. Après, je dis ça parce qu'en fait, après, ça a aussi nourri. Bon, après, je suis pas resté, je suis resté 6 mois, ça s'appelait même pas Dailymotion, ça s'appelait Short TV. J'étais avec Benjamin Bechbaum et Evely Pointré, les 2 vrais cofondateurs, parce qu'après, il y en a d'autres, mais ceux qui étaient là depuis le départ. Maintenant, en plus, Olivier Pointré est directeur de l'ingénierie chez Netflix et ils ont mis de côté Benjamin Bechbaum, enfin les investisseurs. Quoi. Non, mais je dis ça parce qu'en fait, c'était juste après, j'ai fait un tour du monde, j'ai pris une année sabbatique. Donc, c'est à ce moment-là, justement, je me suis intéressé au monde déjà des cyborgs, à la science-fiction. J'ai pris une année, j'ai rien fait. Quoi. J'ai voyagé, j'ai fait un petit tour du monde. Quoi. Je suis parti 6 mois en Afrique et en Amérique du Sud. Et c'est à ce moment-là où tu peux vraiment te donner un cœur joie à lire des bouquins pendant 2 mois d'affilée, à écouter la musique. Enfin, tu fais ce que tu veux pendant 6 mois. Fallait bien vivre aussi. J'étais au chômage, hein, mais après, j'ai pas trop de soucis. J'avais le chômage, quoi. Mais c'est là où tu prends, t'écoutes de la musique pendant 3 semaines d'affilée, tu lis des bouquins, tu fais ce que tu veux, quoi. J'ai même pas forcément de projet. Je me suis pas dit que j'allais avoir un projet à faire pendant 6 mois. Je me suis laissé le temps d'explorer d'autres mondes. Et dans cette exploration, il y a eu. Il y a eu la science-fiction, voilà. Après, là, on a ramené quelques bouquins. Je sais pas exactement, je m'en rappelle plus en fait à quel moment. C'est juste après, il y avait. Tu te souviens moi, du premier que tu as lu? C'est Philippe K. Dick, c'est Ubik. Je pense comme beaucoup d'amateurs de SF, pour ceux qui. Philippe K. Dick, grand auteur, souvent adapté au cinéma. Minority Report, ça vient de lui. Blade Runner, ça vient de lui. Faut rendre à César ce qui est à César. Il y a aussi une adaptation, je crois, sur Amazon de Dieu venu de. Comment ça s'appelle déjà? Bon, je ne me rappelle plus le nom. Bon, ça reviendra. Je ne sais plus quel bouquin. Enfin, je crois que c'est Philippe K. Dick. Voilà. Et aujourd'hui, quand on entend Justice à Minority Report, on comprend mieux vraiment en tout cas, pour moi, c'était vraiment Philippe K. Dick. Après, il y en a d'autres. Hein. Il y a Dieu venu du Centaure. Il y a Rainbow Hands aussi. Je crois que c'est Philippe K. Dick en fait qui m'a vraiment. Je dois avoir 26 ans. Okay. Voilà. Après, moi, j'ai découvert tard la science-fiction. Il y en a d'autres qui sont là depuis. Ils ont baigné dans la science-fiction. Ça fait déjà donc quelques années que tu t'y intéresses en tout cas. Ça fait 10 ans, ouais. Puis après, oui. Est-ce que tu veux qu'on regarde des couvertures d'œuvres ou à la limite, non, je te propose un truc. On va regarder juste ça pour tout le monde. Enfin, c'est toi qui m'as envoyé ça. Pour voir à quel point aujourd'hui, en fait, la science-fiction est liée en fait avec le monde de la tech. Quand on regarde un article, là, on est sur un article de TechCrunch qui est entièrement dédié. C'est mon idole en fait. C'est mon idole. J'adore ce qu'il fait. C'est qui lui a raconté C'est Neil Stephenson. Alors pour une petite histoire, là on parlait aussi effectivement des GAFA et de la science-fiction. Quand j'étudie un peu le monde des GAFA, donc là c'est Neil Stephenson. Neil Stephenson, c'est peut-être on peut montrer ça. Ouais. Hop. C'est l'auteur de ce bouquin-là. Donc c'est Snow Crash.
le samouraï virtuel en français. J'espère que vous voyez ça. Hop là, ça zoome un peu. Ouais. Je vais faire Donc, comme à la télé. Vas-y, raconte-nous. Donc lui, c'est lui qui a conceptualisé la notion de métaverse. Alors tout le monde connaît, j'espère, Second Life. C'est un métaverse. Le fondateur Second Life, il a lu ce bouquin-là. Hein. Le fondateur Second Life a lu Snow Crash et il en parle. Il n'y a pas que ça, j'entends bien. Après, je vais systématiser. C'est métaverse du coup. Alors métaverse. Alors c'est un métaverse, c'est peut-être le futur de Facebook. C'est un lieu. En fait, c'est un lieu, soit un monde, un univers, un méta-univers, créé de toutes pièces par une simulation informatique, enfin simulé par l'informatique en fait, créé de toutes pièces par l'informatique. Donc c'est un lieu où on va pouvoir se divertir, apprendre, etc., etc., etc. Donc c'est pour certains. C'est un lieu imaginaire, c'est un lieu physique. Ça peut être un lieu calé sur la physique de notre monde. Donc là, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu passer hier, il y a Google qui a sorti Google Street View en réalité virtuelle. Donc en gros, tu es dans l'espace et tu vois la planète, tu peux zoomer, dézoomer, en claquant des doigts, tu es à Paris et tu es à New York, parce qu'en fait, justement, dans le monde des métaverses, il faut vraiment lire ce bouquin-là. Hein. C'est vraiment... donc c'est soit calé sur le monde physique, donc on peut aller éventuellement à Lisbonne, on peut aller à New York, ou alors des mondes totalement surréalistes qui sont totalement découplés de la réalité physique. Et ça, on entre dans cet univers-là avec ce qu'on appelle les casques de réalité augmentée, donc les virtuels. Virtuels, pardon. Alors oui, vous allez voir, il est très tatillon sur sur ces fameux casques où en fait on les met devant ses yeux et en fait ils réagissent quand on tourne la tête. Il s'adapte en fonction de ce qu'on est en train de vivre. C'est exactement ça. Enfin, c'est un nombre de capteurs. Donc c'est un casque. Donc Facebook a racheté Oculus. Et Oculus, qui sont ces fameux créateurs de casques, du coup, entre autres. Voilà, qui a été créé par Palmer Luckey, qui est un fou furieux de science-fiction. Hein. Enfin, je veux dire, après, j'ai un peu abordé, mais ils sont tous fous furieux de science-fiction, quoi. Après. Donc en fait, après, c'est effectivement des capteurs qui fait que tu immerges un monde. Moi, je claque des doigts et tous les deux, on peut se trouver sur Mars. Donc après, sur Mars, comme c'est un Mars simulé par ordinateur, vu qu'il n'y a pas de caméra sur Mars, quoique peut-être pourquoi un jour. Mais en fait, en claquant des doigts, donc quand moi je bouge à gauche, à droite, il faut que l'environnement s'adapte en fonction des mouvements, quoi. Voilà. C'est pour ça que c'est vraiment. Aujourd'hui, on me pose parfois la question pourquoi aujourd'hui. Donc après, certains. Pourquoi aujourd'hui, pas en l'an 2000 au sens Second Life, tout simplement parce qu'aujourd'hui, ils considèrent qu'il y a la puissance des microprocesseurs. Et là, les technologies d'affichage, il y a bon nombre de technologies qui arrivent à maturité qui fait que aujourd'hui, c'est de l'ordre du possible en fait. Donc les Technologiquement, c'est ça. Technologiquement, aujourd'hui, on est arrivé à une phase où ce qui était imaginé là-dedans. Alors, pas tout de suite. Pas tout de suite, mais on commence à l'être. Tu le disais, en fait, on est dans une réalité augmentée, mais finalement, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la notion de vision, un petit peu la notion de toucher, mais en fait, on n'est pas dans les sens. On n'est pas les oui, non, mais la vraie, enfin la vraie. Il y en a qui vont me pester du genre ça. Parce qu'aujourd'hui, on nous vend tous de la réalité virtuelle. Je suis désolé, mais pour ceux qui font la 360, je ne vais pas me faire des amis, mais la 360, parce que les vraies réalités virtuelles, après pas au sens science-fiction, mais même il y a la réalité virtuelle, ça date des années, pour certains, 60, 50, bref, peu importe, il y a d'excellents bouquins sur le. Faut relire un peu les. Jaron Lanier, c'est lui qui a conceptualisé aussi la notion de réalité virtuelle, mais c'est vraiment l'idée de solliciter les 5 sens. Donc aujourd'hui, on est beaucoup sur le sens visuel et sonore. Il y a plein d'expérimentations qui fait que, effectivement, quand tu as un petit oiseau qui passe par là, même si tu bouges, tu vas vraiment faire croire que l'illusion sera synonyme de réalité parce que tu vas vraiment penser qu'il est là, quoi, alors qu'il n'est pas là. Donc 3D. Audio 3D stéroscopique, l'affichage, enfin les technologies d'affichage, la vision, je veux dire. Et demain, pourquoi pas le toucher? Donc si demain, imagine demain, on a des spectateurs là du live qui sont là. Ici, vous serez. Oui, ici. Non, mais ils seront là et tu vas pouvoir éventuellement leur tenir la main en fait. Ou jusqu'où tu vas pouvoir manipuler un objet physique qui se trouve là, un objet physique virtuel qui se trouve là, tu vas pouvoir le manipuler, le toucher, quoi. Donc toucher, visuel, le son.
Donc ça, c'est le toucher, c'est retour haptique aussi, on appelle ça. Ouais. Le goût et l'olfactif. Donc, Ouais. par exemple, l'olfactif, je ne sais pas si vous avez vu passer Nautilus Rift. Voilà, donc après, il n'y a rien de fondamentalement nouveau au sens si, oui, non, parce ça a été aussi conceptualisé avec Sensorama. Sensorama, c'est effectivement l'idée de solliciter les 5 sens pour pouvoir immerger la personne. Notion de présence, c'est vraiment l'idée que tu as le don d'ubiquité. Si tu as une pizza dans le monde virtuel, tu vas sentir la pizza. Si tu... Non mais voilà, après c'est... Est-ce que tu veux qu'on regarde une vidéo? Il y a First Look at the Void. Est-ce que tu veux qu'on regarde pour vraiment comprendre finalement mais c'est, comment est-ce qu'on arrive à s'immerger dans un monde et finalement être dans un univers parallèle? Est-ce qu'on peut dire que ce qu'on va voir là, c'est ça, une métaverse? Non, parce que... Non, je vais revenir après, mais Ok. montre la vidéo. Voilà. Bon, on monte la vidéo, on se retrouve juste après. Bon, ça donne un peu envie, ça. On y joue quand? On y joue quand? Ça, c'est ce qui se fait de mieux en termes d'expérience en réalité virtuelle. Et même justement, un petit aparté, le terme réalité virtuelle, William Gibson appelle ça hallucination consensuelle partagée. Je trouve que c'est beaucoup plus prégnant. On arrive un peu plus à s'imaginer ce que c'est, quoi. Donc ça, c'est The Void. C'est un peu ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle en termes de notion de présence, au sens vraiment, tu arrives à te téléporter dans un monde. Après, c'est une question de storytelling. Hein. Là, il y a une question de technique, mais les deux, de toute façon, c'est une question d'usage. C'est aussi de créer la putain, excusez-moi pour le terme, la putain d'histoire qui fait que tu arrives à vraiment t'immerger dans un univers, en fait. Donc après, au-delà de l'aspect technique, des câbles, la VR et compagnie, il faut vraiment, les mecs qui ont monté The Void, c'est des magiciens, voilà, c'est aussi des mecs qui font beaucoup de storytelling, qui créent un monde, en fait. Donc c'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle, parce que c'est vraiment, donc ils créent un monde virtuel basé sur le monde physique. Donc là, s'il y a un mur, par exemple, ça ne sert à rien de mettre, là j'ai un mur physiquement, peut-être que vous le voyez, ah non, vous ne voyez pas l'image, si ça se voit un petit peu là, voilà, ils créent, ça ne sert à rien de mettre une piscine dans le monde virtuel, parce que sinon je vais vouloir sauter, alors que là, donc, ils mettent un mur dans le monde virtuel calé sur la réalité, en fait. Donc c'est ce qui se fait de mieux, c'est le monde physique et de mixer le monde physique, enfin de créer un monde virtuel
basé sur le monde physique en fait. Donc là, on pourrait même imaginer aussi, là, à l'instant T, que tous les deux, ça ne sert à rien. Là, on pourrait avoir une table, une autre table en bois. Bon, là, elle est en bois, mais une autre table peut-être en ciment. Enfin, voilà, tu peux aussi, effectivement… En fait, là, ce que j'aimerais comprendre, c'est… Alors, je vois bien, effectivement, donc, vous avez compris que l'angle, on essaye, là, au fur et à mesure, de vous amener vers de la réalité augmentée, non, diminuée. pas encore. Ah, pas encore, pas encore. En tout cas, on essaie de vous montrer que la science-fiction amène cette création d'univers. Moi, ce que j'ai envie de comprendre, c'est… On a introduit cette émission en disant qu'on allait parler des GAFA, on allait parler de Facebook, Google, Amazon, il m'en manque un, Apple. Comment est-ce que ces mastodontes-là vont réussir à se renouveler pour arriver, sachant que les 4 mecs qui dirigent ça, enfin je caricature, sont des énormes fans de science-fiction et sont extrêmement inspirés par la science-fiction. C'est quoi le Facebook de demain? C'est quoi le Google de demain? Si j'avais la réponse. Allez Aurélien, quoi. Non mais tu vois, en quoi est-ce que ça les inspire finalement? Alors juste les petites anecdotes. Donc Snow Crash, voilà, Snow Crash. Neil Stephenson, donc c'est notion de métaverse. C'est l'auteur de ce livre. Voilà, et Neil Stephenson a été embauché chez Magic Leap. Alors Magic Leap, c'est des lunettes en réalité augmentée. Il faut bien faire le distinguo, même si un jour on va pouvoir passer de l'une à l'autre. Effectivement, définis bien ce que c'est réalité augmentée, réalité Alors, réalité virtuelle. augmentée, c'est vraiment l'idée d'incorporer des éléments virtuels dans ta réalité. Ils seront tellement bien intégrés qu'un jour tu vas croire qu'ils sont virtuels. Ok. C'est pour ça, réels, pardon. Donne-moi C'est un pour ça exemple, peut-être. par exemple, là, on pourra voir sur la table, parce que vous voyez, non, un petit cochon qui sera sur la table et on va tous les deux le voir. Et le surnom Parce aussi. qu'on aura des lunettes. En fait, alors, j'ai oui. peut-être un autre exemple qui est peut-être plus parlant pour nos amis téléspectateurs. J'avais vu un truc absolument génial, c'était pour les métros. Par exemple, on a des lunettes, on se balade dans Paris, et puis tout d'un coup, on a envie de savoir où est la prochaine bouche de métro. Oui, par exemple. Et en fait, les lunettes vous font un GPS directement et vous tracent par terre des routes pour vous dire. C'est exactement ça. Mais on est dans la réalité. C'est juste un ajout de surcouche dans quelque chose de réel autour de nous. C'est exactement ça, c'est l'ajout, alors là on parle d'usage, mais effectivement c'est l'ajout d'éléments virtuels. Donc le GPS en réalité augmentée, on aura, au lieu de regarder son smartphone comme un con, façon de parler, et on l'aura, moi j'aime bien dans mon court-métrage, j'ai mon petit chat qui m'indique le GPS en fait. Donc je suis mon petit chat qui est un élément virtuel, hein, j'entends bien. Mais c'est vraiment le surnom la réalité augmentée, je ne fais pas de prosélytisme pour la drogue, mais ça s'appelle le LSD. Informationnel. Donc, quand réalité augmentée, LSD, c'est vraiment l'idée que tous les deux, on ait une hallucination aussi, ou hallucination ou LSD, au sens, on voit tous les deux, après, ou dans le cas du GPS, une personne, d'accord, mais qu'on voit un élément virtuel, tous les deux, sur la table, parce qu'effectivement, c'est le cas d'HoloLens. Le HoloLens, c'est un casque en réalité augmentée, comme Magic Leap. Voilà. Okay. Ça, c'est la réalité augmentée. Ça, c'est la réalité augmentée. Et ça, la réalité virtuelle, c'est Oculus, et tout le monde s'y met. Et c'est ce qu'on vient de voir en vidéo, la réalité virtuelle. Ça. Exactement. Donc, c'est même plus un monde réel, c'est plus un monde réel. Il n'y a plus du tout de gestion de présent. On met un casque et on nous diffuse quelque chose. Oui, c'est pour ça que même en plus, Apple, Apple, ils vont sortir des lunettes. Il y en a qui disent que t'es pas déconnecté de la réalité en fait. Et moi, même j'imagine sur une journée, c'est beaucoup plus probant d'imaginer matin, midi et soir dans le milieu professionnel, dans le métro en réalité augmentée qu'en réalité virtuelle. Ça n'a rien qu'en réalité virtuelle. Dans le métro, j'ai un monde. Oui et non, mais je ne sais pas jusqu'où eux le pensent comme ça. Sur une journée complète, a priori, tu auras plus de temps en réalité augmentée qu'en réalité virtuelle. Après, en plus, on n'arrive pas. Aujourd'hui, on dissocie les deux. Un jour, on arrivera à mélanger les deux. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai un bouquin, j'ai un petit personnage, je sais qu'il y en a qui travaillent dessus. Là, c'est un bouquin, d'accord? C'est un bouquin physique. Et éventuellement, tu as un petit personnage, on voit la caméra, qui va sortir en réalité augmentée. Ouais, augmenté, surcouche d'une réalité. Voilà, il va être là et à un moment donné, il va te dire viens dans mon monde virtuel. Et jusqu'où, à un moment donné, tu vas passer en réalité virtuelle et où là, tu vas plonger de la réalité augmentée à la réalité virtuelle et peut-être de l'un à l'autre. Hein. On va pouvoir passer de l'un à l'autre et compagnie. Mais le petit personnage qui sort du bouquin, il va dire tiens, viens. Et après, tu vas plonger dans son monde en réalité virtuelle. Je vais peut-être dire une bêtise, mais je la dis quand même. Est-ce que, fondamentalement, tous les jours, on n'utiliserait pas la réalité virtuelle quand on utilise les filtres de Snapchat? Parce que quand on utilise Snapchat, non? Parce qu'il va reconnaître ton visage et il va ajouter une surcouche sur ton visage. Oui, mais ça s'appelle la réalité… techniquement, c'est plus de la réalité augmentée que la réalité virtuelle. C'est la réalité augmentée, ça. Bon.
D'accord. Quand tu ajoutes un élément virtuel avec lequel tu peux attends, interagir. Oui, je me suis trompé. Oui, voilà, tu d'accord. vois, c'est compliqué d'avoir les deux. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que je parle de Snapchat à dessin, parce qu'ils ont sorti leurs lunettes. Qui n'est pas la réalité augmentée. Non. D'ailleurs, les Google Glass n'est pas la réalité augmentée. Il faut arrêter. Mais ça va dans ce sens-là, quand même. Oui, ça dans ce sens-là, ouais. Mais les journalistes n'ont pas fait que du bon boulot sur ce coup-là. Hein. Je veux dire, désolé, je vais pas me perdre des amis encore. Mais les Google Glass, parce que tout le monde parle Google Glass, non, c'est pas la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est vraiment l'idée d'avoir un élément dans le champ de vision, c'est pas au-dessus, quoi. Snapchat, effectivement, j'en parlais avec quelqu'un à midi. Ils se sont focalisés sur la caméra du smartphone. Donc, ils ont vraiment la technologie justement d'acquisition de la reconnaissance des visages, pas facial au sens où on ne sait pas si je te snap, pardon, j'ai pas Romain Saillet, c'est pas la reconnaissance faciale, mais au moins il y a un visage et je mets un filtre. Et demain, là, ils ont sorti spectacle. Mais spectacle, c'est pas la réalité augmentée, mais peut-être que là, ils ont la technologie qu'ils vont incorporer un jour, pourquoi pas, dans les lunettes. Donc moi, en te regardant, ça se trouve, je vais pouvoir appliquer, je vais pouvoir déformer ton visage, en fait. Ou un filtre à la... Moi, je suis pas très Snapchat, hein, donc après, les filtres, mais c'est exactement ça. Ils ont des filtres, ils vont peut-être incorporer tous ces filtres-là au niveau des lunettes. Alors, explique-moi. Tu disais tout à l'heure que ça avait influencé ou ça influence énormément Mark Zuckerberg, par exemple. Ouais, c'est un autre bouquin aussi. Mais en fait, parce que pour la petite histoire, donc celui-ci, il est Neil Stephenson, il est Chief Futurist Officer, je vais arriver, chez Magic Leap. Ouais. Donc la boîte qui vient de lever à peu près 1 milliard auprès de Google, c'est ce qui, a priori, d'après les spécialistes, ce qui se fait de mieux. Il n'y a toujours pas de produit. Hein. Alors, me lancez pas sur le bullshit ou pas de la boîte. Quand je vois qu'il y a des mecs de Google, Neil Stephenson, quand tu vois les mecs qu'il y a derrière, même le mec qui a... je ne me rappelle plus d'un auteur hyper connu. Vous allez retrouver ça dans l'article de Kevin Kelly. Donc ça, lui, le monsieur, il est Chief Futurist Officer. Donc ils ont embauché un auteur de SF hyper connu chez la boîte qui vient de lever 1 milliard à peu près chez Google. Ils disent que c'est le futur des Google Glass, enfin le futur de la réalité augmentée, c'est Magic Leap, techniquement. Voilà. Après, techniquement, au sens où il n'y a pas encore de produit. Voilà. Après, ça, c'est pour la petite histoire vis-à-vis d'Oculus. Il y a un ancien de Second Life qui bosse chez Facebook. Donc Second Life, c'était ce fameux espèce de réseau social au monde virtuel sur son ordinateur. Ouais, sauf que l'interface, il y avait une interface clavier et souris, alors que là, il n'y a plus d'interface en fait. C'est le corps humain, je suis totalement immergé, ça change tout. Parce que c'était un métaverse sans être un métaverse, parce qu'au départ… Donc un univers parallèle. Exactement. Après, libre à chacun d'imaginer tout ce qu'il a envie de faire de ces mondes parallèles. On peut aussi dans les… Aurélien, revenons à Mark Zuckerberg, il m'intéresse. En quoi est-ce que la science-fiction l'influence, lui par exemple? Il n'y a pas que lui, il a lu, mais justement, moi, il n'y a pas que Mark Zuckerberg. Quand il y a... Pas que, mais pour comprendre. Oui, mais justement, quand je vois qu'il y a tout son entourage autour d'Oculus, le directeur scientifique, Michael Abrash, il y a à peu près 3 semaines, il a cité ce bouquin-là comme étant, on va dire, le bouquin qui l'inspire, et bien avant qu'il soit embauché chez Oculus. Hein. Il écrit un article, tout est en ligne, je n'invente rien, je ne fais juste que… je cite et je fouille un petit peu avec un angle, avec un prisme science-fiction. Mais c'est pour ça que Mark Zuckerberg, c'est un peu comment dire ça ? Méchant? Non, mais c'est pas tant, c'est un peu de la provoque de ma part, mais c'est pas Mark Zuckerberg, en fait, c'est plutôt l'entourage. L'un des fondateurs, je ne sais plus si c'était fondateur, mais l'un des mecs de Second Life qui est chez Facebook, Palmer Luckey, qui a lu Ready Player One, donc c'est un autre bouquin après qu'on va voir. Ouais. Le bouquin est conseillé à tous les séries d'Oculus. On peut voir, c'est la cover du centre. C'est exactement ça, voilà. Donc c'est vraiment le bouquin du milieu là, donc c'est vraiment le bouquin qui est conseillé à tous les séries d'Oculus, au-delà de l'aspect futuriste, parce que c'est un peu trop simpliste de dire il suffit de lire 40 bouquins de SF pour dire c'est le futur, mais je pense que pour certains c'est le cas. Hein. Après je prends un peu de distance aussi, mais c'est vraiment ce bouquin-là. Donc ce bouquin-là a été lu par Palmer Luckey, il est conseillé. Voilà, Michael Abrash, le directeur scientifique, des anciens de Second Life. Il a lu Ready Player One, hein, Zuckerberg a lu Ready Player One, et aussi il lit beaucoup de SF utopique autour de l'intelligence artificielle. Parce que ça nourrit en termes d'imaginaire en fait. C'est ça qui m'intéresse, c'est que finalement on est sur des
Après, je dis pas que c'est le futur, parce que ouais. lui, il va mettre ses milliards pour que ça devienne un futur. Hein, il faut un prisme et donc des gens qui lisent et qui vont tout d'un coup prendre des éléments pour en faire quelque chose de réel ou de palpable ou de business. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, ces auteurs de science-fiction, en fait, c'est absolument des génies. Parce que si ces mecs-là influencent les plus grosses boîtes aujourd'hui, tu vois, on a encore des discussions sur Facebook, a-t-il fait l'élection américaine ou ce genre de choses. On est quand même sur des enjeux et des questions de société qui se posent qui sont absolument énormissimes. Mais est-ce qu'on peut dire que ces gens-là, ces auteurs-là, sont un peu, non pas les pères, mais ont une influence majeure dans le monde aujourd'hui, dans lequel on est en train de vivre? Oui. Après, encore une fois, ils n'ont pas, j'avais 10 ans, mais ils n'ont pas écrit un futur. Ils ont tiré les fils. Un certain nombre d'auteurs de SF sont bons en sciences et en technique et en compagnie. Ils tirent les fils. Ils n'ont pas pensé ça comme étant le futur, en fait. Ils ont pas. C'est juste, en fait, ça crée des mondes imaginaires. C'est peut-être le seul genre littéraire où tout est permis. Donc ils ne sont pas dit que ça, il a écrit, je crois, dans les années 80, il ne s'est pas dit qu'en 2016 ou en 2020, ça allait devenir le futur. C'est pour ça que c'est pas aussi simple que ça. Il suffit pas de te dire, c'est pas des prospectivistes, en fait. Ils n'ont jamais, même ils s'en défendent. Enfin, je parle pas à tout le monde, je sais pas, après je les connais pas tous et compagnie. Enfin, c'est juste, ils ne sont pas dire, je vais inventer le futur. En fait, c'est plus. Et pour moi, il y a aussi, la semaine dernière, vous parlez de Nicolas Nova, il le disait très bien aussi, c'est au-delà de l'aspect purement prospectif, c'est de se dire comment ça a pu influencer bon nombre d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, c'est le cas. Hein. Donc là, on parlait de Facebook avec ça, avec donc Ready Player One ou Snow Crash. Là, vous avez l'autre bouquin. C'est le futur de Magic Leap, donc ça s'appelle Rainbow Ends. Je ne sais pas si on voit. Est-ce que tu as mis la pochette, celui-là, non? Non, je ne l'ai pas mis, non. Ah, tu n'as pas mis la pochette? Non, ok, pardon, excusez-moi. Je ne l'ai pas mis. Donc ça, c'est le futur de Magic Leap. Et ça, c'est 2 bouquins. Donc là, c'est Magic Leap, on va dire Google. Okay. Et même chez Google, alors moi j'ai pas la question, mais chez Google, Neil Stephenson a fait des talks. Dans des boîtes, j'ai pas l'impression, je pose la question, mais j'ai pas l'impression qu'en France, dans des grosses boîtes où les VC ou compagnie lisent la science-fiction, je vais en venir parce qu'en fait, Neil Stephenson, avant même qu'il soit embauché chez Magic Leap, il faisait des confs chez Google. Aujourd'hui, moi j'ai pas d'équivalent en France. Et ça stimule un imaginaire. Donc ça, c'est Vernor Vinge, voilà. C'est le futur, enfin, d'après certains, même d'après Marc Andreessen, pour ceux qui connaissent. Marc Andreessen, donc Marc Andreessen, c'est lui qui a mis de l'argent dans Oculus avant qu'il soit racheté par Facebook. Okay. Et Marc Andreessen, c'est aussi lui qui est au board de Facebook. Donc c'est pour ça que moi, c'est Marc Andreessen, Michael Abrache, Palmar Luckey. Encore une fois, c'est un peu de la provoque, mais tous ces gens-là sont animés et lisent de la science-fiction en fait. Et donc Marc Andreessen, il a lu ces 2 bouquins-là. Voilà, il a même dit, je crois qu'il a tweeté il y a peut-être 2 ans. Il a même écrit des articles déjà il y a 10 ans, comme quoi il fallait lire la SF. Il disait que même un autre bouquin de Vernor Vinge, ça allait être notre quotidien en 2025. C'est pas moi qui ai dit celui, il y a un noir sur blanc et compagnie. Il y a déjà à peu près, je crois que c'est en 2007, je crois. Et voilà, c'est pour ça que c'est plus les alentours de Mark Zuckerberg, parce que c'est vraiment, après, ce qu'ils ont montré il y a 2 semaines, là aussi c'est la provoque, ce que je dis ça parce que du genre, bah oui, mais lisez Ready Player One, ce qu'ils ont montré c'est vraiment une scène du bouquin, quoi. C'est tout simplement, après, en termes de, donc là on a fait Facebook, on a fait Google. Alors Amazon, pour la petite histoire, vous savez ce que c'est qu'un Kindle. Ouais. Continue. Vas-y, continue. Donc un Kindle, en fait, le premier... Non, il est pas là. Non. Bon, donc Kindle, c'est une donc petite liseuse, effectivement. Ouais, on va dire que je l'ai là, en fait. Mais je l'ai pas là, mais je l'ai là, en fait. Okay. Le premier... le premier nom de code du Kindle, ça s'appelle Fiona. Et Fiona, c'est directement inspiré, c'est le nom d'un personnage dans L'Âge de Diamant, écrit par Neil Stephenson. D'accord. Et quand tu lis le bouquin, en fait, c'est un bouquin, L'Âge de Diamant, qu'on va voir un petit peu là. Hop. Voilà, L'Âge de Diamant qui se trouve à votre droite ou à votre gauche. Je sais pas, à la gauche. À votre gauche, ouais, c'est ça. L'Âge de Diamant, en fait, voilà, donc c'est un monde totalement où c'est des jeunes filles qui s'éduquent grâce à un bouquin magique. Donc là, on voit un peu la référence avec le Kindle. Un bouquin magique bourré de nanotechnologie et de réalité virtuelle.
Donc même là aujourd'hui, donc c'est aussi pour la petite histoire, a priori, c'est un monde où tout le monde a un compilateur de matière chez soi. Donc un compilateur de matière chez soi, c'est l'équivalent d'une imprimante 3D, compilateur de matière à l'ère des nanotechnologies. Hein. Je dis bien ce que... Et donc dans le bouquin, j'imprime un t-shirt, hop, j'imprime un t-shirt, un jean, une table, voilà. Donc c'est même certains, d'après certains... C'est quelle année ça J'ai dit à une connerie, je crois que c'est les années 80. Les années 80. Bon. Mais c'est aussi l'impression 3D. C'est aussi mecs avaient déjà imaginé l'impression 3D et s'étaient dit les mecs imprimeront non pas que simplement et encore de l'encre, mais ils vont imprimer des choses en 3D, ils vont imprimer des objets et on va pouvoir chacun avoir sa petite. Voilà, au lieu d'acheter, je vais pouvoir imprimer des objets. Il y a même dans d'autres bouquins de SF, je vais pouvoir imprimer des médocs. Donc après, c'est pour ça que quand on tire, on se dit pas que c'est encore une fois je me répète, mais on ne dit pas que c'est forcément le futur, mais c'est de se dire si on tire le fil de l'impression 3D en mixant ça à l'ère des nanotechnologies, bah, je vais pouvoir imprimer mes médocs et certains se disent bah, si je vais pouvoir imprimer mes médocs chez moi ou je sais pas et compagnie, jusqu'où ça va changer aussi les emballages parce que au lieu d'acheter des emballages à 10, jusqu'où je vais aller dans ma pharmacie, ils vont pouvoir m'imprimer mes médocs en fonction de ma posologie quoi. Donc après c'est aussi des problématiques de business model, de service, de ci, de ça. Donc voilà, donc c'est pour ça que... Il y a de la prospective et l'envie et la vision et puis le business derrière. Voilà. Google, Facebook, Apple, je sais pas trop Apple. Apple, on verra. Je sais pas. Après, moi, je sais que l'année prochaine, ou d'après aussi Robert Scoble, ils vont faire en sorte que ça devienne éventuellement transparent et donc en fait je vais pouvoir le mettre sur mon visage, le caler et ça me fait référence à De Nocoil, qui fait partie des petits auteurs. Hop là. Non, c'est l'autre. C'est l'autre? Ouais. Et bah je l'ai même pas mis. Ah bon, alors attends. Regarde, raconte-nous ce que c'est, je vais l'intégrer en direct. De Nocoil, c'est un dessin animé japonais où les enfants portent tous des lunettes en réalité augmentée, donc des lunettes transparentes, et c'est surtout dans les usages en fait. C'est pas tant, c'est pour ça que de ma part, c'est génial la réalité, la science-fiction, parce que c'est vraiment, on n'est pas là, c'est un quotidien, la technologie est constamment présente en fait. On se dit pas, qu'est-ce que peut être un quotidien le jour où on aura tous des lunettes ou des lentilles en réalité augmentée. Alors parle-nous, parce que tu parles des lentilles et des lunettes et ça m'intéresse. Et est-ce que je vais y arriver? Non mais dis donc. Écoute, j'ai envie que tu me parles de réalité diminuée, parce que c'est un truc dont tu parles beaucoup. Parce qu'on parle beaucoup de réalité augmentée, on parle beaucoup d'ajout de couches ou de surcouches sur notre quotidien. Mais toi, tu t'es dit pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas retirer des choses finalement? Ouais, alors je pars du principe que, effectivement, là aussi, je vais pas me faire des amis décidément ce soir. C'est juste qu'à un moment donné, si vous imaginez une bouteille de coca, là vous l'avez pas, non? Hop, je vais faire ça. Ouais. Là vous avez une bouteille de coca, vous avez éventuellement, c'est de se dire, vous avez le logo de coca, donc en réalité augmentée, vous avez le logo du coca qui va venir sur la table, et jusqu'où vous allez discuter avec le logo en fait, jusqu'où vous pouvez interagir. Moi, pour moi, on est déjà, bon, c'est sympa, c'est un peu dans le monde de la publicité, ok, c'est sympa, mais pour moi, on est déjà dans un monde sursollicité d'informations. Et donc, il y a déjà des artistes qui ont déjà imaginé, c'est pas, techniquement, ça n'existe pas l'arrêté diminué, hein, d'enlever, enfin, techniquement aussi, on peut le faire, mais je veux dire, des artistes qui ont imaginé un adblock dans ta réalité. D'accord. Donc, tu enlèves des éléments de ton champ de vision, mais des éléments visuels et auditifs. Parce qu'on en parle beaucoup aussi d'arrêter augmenter au sens visuel, d'ajouter ou d'enlever des éléments d'information. Mais imagine-toi dans la rue, donc moi c'est un peu ce que je suis en train de faire enfin j'écris un court-métrage, tu te balades dans la rue, bon, en claquant des doigts, t'enlèves toutes les pubs. Donc ça s'appelle le adblock. Il y a déjà des artistes qui ont déjà bossé dessus, ou éventuellement, où tu remplaces les pubs, donc moi dans mon court-métrage, tu remplaces les pubs éventuellement photoshopées par les originales. Donc c'est pour ça que je parle de réalité remodelée, au sens tu remodèles ta réalité, littéralement, ou alors jusqu'où tu peux pouvoir aussi enlever des éléments avec une petite gomme. Imagine, tu as une gomme et tu enlèves des éléments en fait. Okay. Donc tu peux aussi changer la typo de toutes les enseignes. Ouais. Donc stricto sensu, c'est pas la réalité augmentée au sens ajout, mais bon, en termes d'anglais, en français, bon, je vais faire. C'est pas la même définition, quoi, en fait. Voilà. Enfin, si, c'est la même définition, mais je veux dire, augmenté, on pense forcément ajout. Ouais. Alors qu'en fait, on peut retirer des choses. On peut retirer des choses. Donc les enseignes, éventuellement, nos magasins, tous la même typo. Tu peux imaginer d'enlever des éléments, aussi au niveau sonore. Genre dans une soirée, on a une discussion. Il y a même une start-up qui s'est lancée sur ça. Hein.
C'est pour ça que c'est pas juste, je crois que je sais plus comment ça s'appelle, Doppler Labs. C'est des petites oreillettes au niveau sonore. Imagine, on a une discussion en soirée, il y a trop de son, tu diminues le son ambiant Mais pas la conversation. mais pas de conversation. Donc c'est aussi une forme de réalité diminuée au sens, t'altères. C'est un peu ce que fait Bose aussi. Quand Bose, ils ont ces fameux casques qui retirent tout l'environnement pour juste que ta musique, ils jouent avec les fréquences pour que du coup, il y ait une... Oui, mais après tu peux pas. Enfin, voilà. C'est un début. Voilà. Il y en a même aussi, je crois, qui identifient via de l'intelligence artificielle aussi, comme quoi c'est une sonnerie d'une ambulance et qu'ils l'enlèvent pas, parce que c'est peut-être important le fait de savoir qu'il y a une ambulance. Du coup, ils peuvent identifier aussi le son et en fonction de tes désirs, d'enlever plus ou moins tel son, quoi. En fait. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'arrêté, enfin moi j'appelle ça l'arrêté, il y a des textes des années 80, hein, c'est rien de fondamentalement nouveau. On peut aussi imaginer dans un magasin de remplacer, donc ça j'ai essayé de le faire, de remplacer toutes les marques filles par les marques mères dans un magasin. Oui, c'est ça. Donc tous les groupes de marques, effectivement. En fait, tu te rends compte qu'il y a 10 grands groupes qui possèdent toutes les marques en fait. Donc c'est une forme de... Pour moi, on est déjà dans une réalité altérée en fait. Alors, sans parler des médias, hein. Je ne vais pas parler des médias et compagnie, sinon je vais faire... Là, ça va être compliqué. Mais c'est déjà le cas en fait, on est déjà dans une réalité altérée de notre bulle et compagnie, sauf que moi je pars du principe que le monde publicitaire et compagnie, on est déjà dans une forme de réalité altérée, et jusqu'où je peux reprendre la main, le coup des marques, on se rend compte qu'il y a des grands groupes, ils ne veulent pas qu'on le sache, mais là, tu peux même enlever, autre idée, tu peux aussi enlever les produits qui contiennent des allergènes ou des OGM, mais tu l'enlèves littéralement, donc tu as un rayon, tu as, je sais pas, 40 000 produits. Dans le court-métrage, en claquant des doigts, tu n'en as plus que 5 parce que il n'y a peut-être pas 35 000 qui contiennent des OGM. Mais, ok, je vois bien l'idée. Ouais. Voilà. Moi, parce qu'il nous reste 20 minutes en gros, un quart d'heure, 20 minutes, j'aimerais qu'on aille vraiment sur le côté usage et on parle beaucoup de marché ou d'univers qui se font, alors disrupter, le terme est un peu mauvais. J'aimerais que tu... Tout va se faire tout. C'est facile de dire tout, mais... J'aimerais qu'on s'intéresse à 2 sujets majeurs qui m'ont absolument fasciné quand on en a parlé, c'était l'éducation. Et puis après, peut-être le sport avec les JO. Ah ouais, l'éducation, c'est même le sujet le plus passionnant. Alors l'éducation, c'est vraiment l'idée... alors dans le monde virtuel, je schématise, hein, mais dans le monde virtuel, l'espace et le temps vont devenir obsolètes. Tout simplement parce qu'on va pouvoir, imagine, donc, hallucination consensuelle partagée, que 30 élèves, c'est ce que va faire un peu Google, mais on en est encore très très loin. C'est pour ça que 30 élèves puissent littéralement revivre un événement historique. J'ai bien dit revivre et non pas lire ou regarder une vidéo. Donc après, et il y a plein d'études qui datent des années 80, parce qu'encore une fois, la réalité virtuelle, aujourd'hui, ça devient un produit. Après, techno, il existe depuis longtemps, mais il y a plein d'études comme quoi le fait de vivre en réalité virtuelle, l'expérience en réalité virtuelle, on appelle ça maintenant un Internet expérientiel, le fait de le vivre a beaucoup plus d'empreintes mémorielles. Il y a plein d'études, même je crois le père de la réalité virtuelle, il appelle ça écrire sur le cerveau, parce que c'est vraiment une empreinte mémorielle beaucoup plus grande. Donc voilà, donc c'est pour les élèves de revivre un événement historique, jusqu'où ils vont pouvoir dialoguer peut-être avec De Gaulle. C'est pour ça que réalité virtuelle aussi, je fais un petit aparté, mais il faut vraiment réalité virtuelle, réalité augmentée, intelligence artificielle, parce que demain peut-être que tu vas pouvoir finalement dialoguer avec un avatar, c'est pas une personne derrière, hein, de Gaulle, il n'y a pas de personne, mais juste que tu peux pouvoir refaire vivre De Gaulle par un avatar doué d'une IA, entre guillemets. Donc d'une intelligence artificielle. Voilà, d'une intelligence artificielle. Il y a data. Disons qu'il faut mélanger tout ça. C'est juste, on parle beaucoup de réalité augmentée ou réalité virtuelle, mais il faut mixer ça avec l'intelligence artificielle, les capteurs, les data, éventuellement GoPro, les drones, GoPro et les drones et les VR. On peut aussi imaginer des usages en fait. Donc il y a plein de technos comme ça, mais il faut essayer de trouver deux liens en fait. C'est le mix qui fait que le coup de revivre un événement historique. Il faut derrière, si je veux dialoguer, aujourd'hui on n'est pas encore là, on ne peut pas dialoguer avec un avatar. Par exemple, on est dans une classe de 30 élèves, on a envie de revivre un événement marquant, par exemple la Seconde Guerre mondiale, et tout d'un coup on va se dire comment… Oui, jusqu'où même avec le retour haptique, jusqu'où on va pouvoir même, on ne va pas recevoir une balle, mais jusqu'où on va recevoir ressentir le toucher. C'est pour ça que le côté haptique wearable. Le côté, donc là même il y a le gouvernement américain, sous Obama, qui a lancé depuis 2 jours un concours. Ça change tout au sens, c'est vraiment, encore une fois,
Ils ont lancé un concours justement lié à l'éducation et les mondes virtuels. Parce qu'en plus, tu peux aussi imaginer des mondes virtuels sur les gens gamifiés. Donc tu peux vraiment. Enfin, j'y travaille après, je me documente. Enfin, après, j'aimerais bien bosser, pourquoi pas monter une startup dessus, quoi. Mais c'est vraiment, ça va changer beaucoup de choses dans l'apprentissage, en fait. Et donc là, ils ont lancé un concours il y a 2 jours. En réalité virtuelle, on va augmenter. Et donc la petite vidéo, c'était du genre, moi je mets mon casque et en fait, la personne s'entraîne à être chirurgien. Parce que c'est beaucoup plus simple dans les mondes virtuels, imaginez le jour où on aura suffisamment de puissance processeur et compagnie, d'imaginer un monde virtuel où je manipule une séquence, un corps humain et compagnie. Donc après, je peux... et le fait de répéter la séquence dans le monde virtuel, parce qu'aujourd'hui, en plus, on dissocie monde virtuel et monde réel. Voilà, et après, on apprend beaucoup mieux, on commence à acquérir les réflexes. Après, quand on revient sur un vrai, entre guillemets, et ben voilà. Donc c'est vraiment ça, la donc vidéo. En fait, au lieu d'avoir un exercice qui est simplement une simulation un peu dans le réel avec des objets, on essaie de faire les choses. Ouais, ce qui coûte cher en plus, hein. Même stricto sensu en termes de business. Aujourd'hui, il y a d'autres aussi dans l'apprentissage ou dans le... Il y a quelqu'un là. C'est mes voisins. dans la formation ou le training, je veux dire, si j'ai une boîte, on va dire, j'ai in situ, dans un lieu physique en fait. Si j'ai une boîte où il y a 10 000 collaborateurs, et donc ils doivent venir tous se former in situ en fait. Donc là, jusqu'où je peux créer un monde virtuel, les gens vont s'entraîner, j'ai 10 000 casques, ça sera peut-être beaucoup moins cher, surtout. Et après, tu peux t'entraîner in situ dans le monde virtuel sur cette tâche-là, et tu le répètes. Tu peux le répéter avec différents scénarios en plus. C'est vraiment ce qui se fait de plus en plus. Et puis après, in situ, effectivement, lorsque tu vas être confronté à la vraie problématique dans le monde réel, façon de parler, et ben, le fait d'avoir répété le monde virtuel, tu auras tout de suite les réflexes. Tu pourras le faire directement. Et tu me disais, effectivement, dans le monde du sport, par exemple, on avait ça. Par exemple, les pilotes de F1 qui sont dans des camions entiers où dedans il y a une espèce de salle entière qui reproduisent le F1 et ils reproduisent les circuits un nombre de fois incalculable pour être hyper précis une fois qu'ils la F1 ou même, bon, ça c'est pas nouveau, mais dans le monde de l'aviation, voilà. Mais après, encore une fois, c'est pas tant la nouveauté, c'est le fait que ces technologies arrivent au grand public. Parce que les mondes simulés dans les avions, bon après je connais pas très bien, je sais pas forcément mon monde. Oui, mais c'est vrai qu'on en voit souvent dans on en voit des souvent. énormes pièces effectivement ou des pilotes qui s'entraînent. Ils simulent à plein de situations, mais voilà, après c'est l'équivalent de ça qui coûte 1 million, là ça coûte, je sais pas, encore peut-être 3 000 euros et dans 5 ans ça coûte 300 euros. Donc c'est surtout, et c'est comment, c'est ça la vraie nouveauté, c'est comment les gens designers, développeurs, etc. vont s'emparer du médium. C'est ça aussi la véritable nouveauté. Comparé, certains me disent, oui, mais c'est pas nouveau la réalité virtuelle. Ouais, mais la réalité virtuelle, aujourd'hui, qui est de plus en plus de gens qui puissent créer des mondes virtuels. On en est qu'au balbutiement, donc il y en a chez Unity, ils créent des mondes virtuels en réalité virtuelle. Enfin voilà, c'est plutôt l'appropriation de ce médium-là par une quantité de gens, développeurs, designers, artistes et autres, qui fait qu'aujourd'hui, ça démultiplie les usages. Et c'est un peu à l'image de l'App Store dans Apple, en fait. Après, tu as le traitement des phobies ici, dans le domaine médical. Si moi j'ai peur des araignées, ça ne sert à rien de mettre des araignées sur la table. Et ben, le médecin va me projeter dans une simulation où il y aura des araignées. Et jusqu'où de la simulation, tu peux mettre une araignée, 2 araignées, 3 araignées. Après, tu fais crescendo, quoi. Et faire en sorte que du coup, tu t'habitues dans une réalité, enfin dans une fiction. Aux araignées. Du coup, voilà, ou même le traitement, je sais pas comment, quand tu as parlé de l'altitude déjà. En plus, ça coûte moins cher en plus. Hein. Ça coûte moins cher que. Oui. C'est aussi ça. Non, mais c'est le vertige. Voilà, quand tu as le vertige, moi aussi j'ai le vertige, j'arrive pas jusqu'où on peut même traiter des phobies. Le vertige, ça coûte aussi moins cher. C'est aussi une question, enfin, c'est pas juste ça, mais c'est de se dire, bah oui, mais c'est le monde capitalistique, enfin, c'est bête et méchant, mais c'est exactement ça. Au lieu de me faire monter c'est beaucoup plus simple. En plus, tu peux avoir plein de séquences en monde virtuel, donc tu peux traiter plein de phobies. Tu as juste un casque au lieu de l'emmener là. Et en fait, là, on peut me faire monter au 100e étage, quoi. Mais ce que je trouve génial dans l'apprentissage, c'est de se dire que demain, on pourra apprendre n'importe quelle compétence, même les plus complexes, non pas parce qu'on aura lu des bouquins, mais parce que dès le plus jeune âge, on aura pu expérimenter des choses. Et en fait, ce que je trouvais vachement génial, fin de journée, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est quand on voit par exemple qui utilise les MOOC, donc ces fameux Massive Open Online Courses, donc ces fameux cours en ligne,
à Stanford par exemple, où, alors je ne sais plus la stat, mais je crois que c'était un tiers des personnes qui utilisent les MOOC de Stanford ont moins de 18 ans. Il y a une stat qui est absolument géniale comme ça. Et on se dit que ces jeunes-là qui ont moins de 18 ans et qui sont en train d'apprendre des choses extrêmement fines en physique ou en chimie, bah, ces petits jeunes-là, ces petits génies, dans 10 ans, ils n'iront pas voir des vidéos, ils iront directement expérimenter dans le réel des choses. Et je trouve ça. Et puis en plus, Oui, sympa, dans le virtuel, mais après, la distinction entre le monde virtuel et réel, en fait, c'est ça. Oui, non, mais c'est le pitch. J'ai lu l'article en question là que tu as montré avant. Ouais. Non, mais c'est le pitch. Il y a même des startups aux États-Unis qui utilisent le pitch de l'âge de diamant. Là, tu parlais des MOOC. Ouais. Après, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, il y a même des startups aux États-Unis qui utilisent le pitch de Ready Player One ou de l'âge de diamant pour monter leur startup. J'ai pas d'équivalent en France. Après, bon, je fais pas du French bashing, mais j'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est hallucinant, quoi. Il y a l'âge de diamant, voilà, l'apprentissage jusqu'où demain, on a qui gueule jusqu'où, qui gueule, au sens où on va aussi éventuellement s'éduquer grâce à une IA. Donc IA plus réalité virtuelle plus Donc ci plus ça. s'éduquer via une intelligence artificielle qui va te challenger et te permettre d'aller plus loin et d'apprendre. Par exemple, ouais. Donc ça, voilà, il y a aussi le sport, enfin même le film, le sport. Le sport, on a monté un événement avec d'autres. Des questions? Non, vas-y, continue. Faut tout repenser en fait. Là aujourd'hui, tu as un match de foot. Bon, j'ai quelques défauts, hein, j'aime bien le foot. Et là, tu as un match de foot, tu regardes à la télévision, ok? Imagine, donc on a imaginé il y a à peu près 6 mois avec Virtual Association et Julien de Faber Novel, ce que pourrait être les JO de 2024 à l'ère des technologies immersives. C'est pour ça aussi, c'est réalité augmentée, réalité virtuelle, tout ça. Faut tout mélanger, parce que sinon... et donc, on avait... Enfin, après, il y a déjà des startups sur ça. Hein, donc pour les JO 2024... Alors, pour un match de foot, là, tu regardes, il n'y a plus d'écran. Okay. En claquant des doigts, éventuellement, tu as le don d'ubiquité dans le monde virtuel. Donc, tu as la capacité d'être partout à la fois. Partout à la fois, donc tu vas pouvoir te positionner à n'importe quel endroit du stade, voire même être sur le terrain. Sur le terrain, bon après je sais pas, voilà, ou jusqu'où tu vas pouvoir voir le but à travers les yeux du buteur, parce que jusqu'où les GoPro vont se miniaturiser, voilà, donc c'est vraiment repenser. Voire même devenir des lentilles. Oui, voilà, voilà exactement, mais après c'est jusqu'où tu vas pouvoir à travers les yeux du buteur, qu'est-ce qui se passe pendant la mi-temps, qu'est-ce qui se passe avant, jusqu'où tu vas pouvoir aussi, bon après il y aura moyen à manger parce que là on est dans l'expérimentation, voilà, tout le monde est dans l'expérimentation, il n'y a pas de... Il n'y a pas de réalité, tout le monde teste des choses, tout le monde teste, oui, exactement, ouais. C'est une page blanche, moi j'ai des potes Okio et compagnie, enfin, ils me le disent, ils faisaient la vidéo, là ils font de la réalité virtuelle, ceux qui ont fait iPhilippe, dans la tête de Philippe Cadic aussi. Mais c'est une page blanche en fait, tout est inventé. Et c'est pour ça le côté passion de la chose, c'est que je pensais avoir tout vu, façon de parler, mais le cinéma va se réinventer. Donc là, par exemple, le cinéma, tu seras... là, il y a une séquence dans Ready Player One, jusqu'où tu es dans le personnage, et le fait de caler sur les paroles, donc quand tu connais bien les paroles, comment ça s'appelle déjà quand tu connais bien les paroles? Les paroles du film, en fait. Quand tu les connais par cœur, en fait, si tu les connais par cœur, tu arrives dans Ready Player One, dans le bouquin de SF. Là, ils vont peut-être le faire, hein, je ne sais pas. C'est pour ça qu'il faut aussi mixer le traitement de la voix, jusqu'où tu arrives à la séquence suivante, le fait que tu aies trouvé les bonnes paroles, en fait. Donc, voilà, c'est le film, l'industrie du film. Les jeux vidéo, c'est ce qu'on voit en premier en fait. Les jeux vidéo, mais t'es dans le jeu vidéo en fait. Et encore une fois, voilà, ça change. Et là, on peut simplement dire que Sony a lancé son casque de VR. Alors, je parle de Sony qui est peut-être pas le meilleur casque, mais en tout cas qui est intéressant parce que c'est des marques grand public qui tout d'un coup permettent à tout le monde pour 300 balles d'avoir un casque de réalité virtuelle. Virtuelle, ouais. Sony, Microsoft, Sony HTC avec les jeux aussi. Et tout ça, HTC, c'est quand même déjà 800 balles, 1000 balles. Ce que je trouve génial avec Sony, c'est quand même que tu as une PlayStation, tu branches un casque et boum, t'y es, quoi. Et ça vaut 300 balles, quoi. C'est quand même absolument incroyable. Ah oui, clairement. Ouais, après, en plus, ils se sont dit qu'en plus, comme ils ont des bases ils ont je sais plus combien de millions déjà de PlayStation, comme quoi aujourd'hui, c'est peut-être le casque de VR qui s'est le plus vendu, en fait. Mais après, au-delà des jeux, il y a ce que c'est qu'un événement sportif dans 10 ans, dans 5-10 ans. L'apprentissage. On peut aussi, moi j'ai bien aimé, je crois qu'il y a une start-up américaine, la prise de parole en public. Moi je demande ça
à ma copine, je pitch en fait. Enfin, je pitch, j'ai mon discours et compagnie, mais elle en a marre au bout de 5 minutes en fait. Et donc là, tu pourrais éventuellement, je crois qu'il y a une startup qui le fait, la prise de parole publique devant moi. J'ai 10, 20, 30 personnes. Voilà, en claquant des doigts, je peux avoir et me mettre en situation de. Vraiment, c'est pour ça qu'on appelle ça un. Ben, mais moi, tout ce qu'on a dit, je pense que c'est 0,01% du potentiel, quoi. Et pourquoi pas demain coupler une intelligence artificielle qui te dit, tiens, en fonction de ta voix, en fonction de ta gestuelle, etc., etc. Donc voilà, on est vraiment. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser un gros mot? Parce qu'il nous reste 5 minutes. Et j'aimerais bien que justement qu'on le définisse. Tu sais de quoi je vais parler? Non. Je ne vais pas être transhumaniste. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, il fallait qu'on en parle. Non, j'ai envie qu'on en parle rapidement parce que je voulais pas qu'on le cite. Et puis tu as eu raison, on l'a pas cité depuis le départ ce terme parce que très vite c'est un peu evil, c'est un peu le diable. Et en fait, on va remplacer les hommes par des machines et compagnie. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et justement, je voulais qu'on. Et puis c'est plutôt toi d'ailleurs qui m'a dit ça. Évitons ce terme. Pour que du coup on rentre rapidement dans un sujet qui est beaucoup plus intéressant que finalement ce terme où on raconte tout et n'importe quoi et très vite ça peut bloquer des gens. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui. Si. Non mais c'est quoi ce terme de transhumanisme en fait? Pourquoi est-ce qu'on parle de ça en ce moment? Parce qu'on dit souvent que les mecs de chez Google sont transhumanistes, chez Facebook aussi. Je sais pas, moi je vais pas parler de Facebook. Enfin, pour moi, le fait de pouvoir revenir dans le temps, d'avoir le don d'ubiquité et rien que ça pour moi c'est une forme de transhumanisme en fait. Après même le coup de la réalité augmentée, alors c'est l'utilisation des sciences et techniques pour améliorer la physique de l'être humain en fait. C'est pour transcender les limites de l'être humain en fait. En termes de voilà. Donc bon pour certains on est transhumain depuis l'aube de l'humanité, parce que sinon on n'en serait pas arrivé là en fait. Mais pour moi déjà, je vais m'en tenir augmentée et réalité virtuelle. On est déjà une forme de transhumanisme. Si on peut déjà dire qu'on va revivre un événement historique, il y a des enjeux considérables aussi, même par rapport à la mémoire, jusqu'on va pouvoir altérer à la mémoire. Juste le Shazam des plantes. Imagine, tu vas dans un parc. Donc Shazam, c'est cette fameuse application pour on appuie dessus, ça reconnaît une musique. Voilà. Et donc là, c'est pour être une application pour reconnaître des plantes. Il y en a qui l'ont fait. Mais en fait, même pour c'est pour ça que alors pour certains, le transhumanisme, c'est juste de vivre 1000 ans ou même d'être éternel. C'est du transhumanisme, ok. Donc c'est de transcender les limites de l'être humain ou même le corps humain en fait. De courir, c'est l'homme qui veut 3 milliards aussi. Voilà. Mais pour moi, je vais m'en rester à ça. C'est une question de mémoire, donc le coup de Shazam, même pour les personnes qui ont Alzheimer, jusqu'où en réalité augmentée, ils auront le prénom des personnes en fait. Donc je ne sais pas si il faut appeler ça transhumanisme, mais déjà le fait d'avoir le don d'ubiquité, de se dire je serai au premier rang, je vais pouvoir au premier rang d'un stade de foot, ou ça va aussi. En fait, si je te comprends bien, et j'aime bien ta définition, elle est de dire finalement le transhumanisme, n'allons pas voir jusqu'à cette extrémité qui est de dire on peut vivre 150 000 ans. Mais déjà, regardons ce que peut être le transhumanisme dans le sens où on améliore notre quotidien avec des aides du quotidien. Et tu as raison sur Alzheimer, par exemple, d'avoir des éléments qui te permettent de te souvenir de choses, qui te facilitent l'appropriation de ton quotidien, malgré le fait que… Voilà, c'est un adjuvant technologique qui permettent effectivement de se dire le problématique de la mémoire, ou voilà, même pour moi, l'arrêter diminuer, si on y arrive, c'est une forme de transhumanisme. Jusqu'où moi, je vais pouvoir remodeler ma réalité. Moi, je vais bien vivre 100 ans ou même 200 ans, c'est pas des soucis. Mais il y en a plusieurs. En plus, il y a des mouvements transhumanistes américains, européens, plus basés sur l'humain, sur l'humanisme. Humanisme pour… voilà, même pour moi, ça me rend plus humain. Moi, c'est une vision des choses, mais on parlait un petit peu juste de la robotique et de l'intelligence artificielle. Si ça nous permet de mettre… Il ne faut pas oublier l'humain dans tout ça, c'est ce qui va nous permettre d'être plus humains en fait. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est déjà, à bien des égards, on est déjà des robots, à certaines manières. Et donc jusqu'où, en ayant ça en tête, entre les robots qui vont nous permettre de déléguer des tâches qui ne sont pas du tout créatives, justement à les déléguer à des robots, ou même des IA aussi, jusqu'où… je ne sais pas si c'est un peu con, mais si moi, je n'ai pas envie de passer 3 heures pour chercher un billet, en fait. Je pense qu'il y a des startups qui sont en train de le faire. Sauf que moi, je vais filer ça à mon agent intelligent. Pardon ? Un billet de train, tu veux dire ?
un billet de train ou d'avion, en fait, j'ai dit. Ouais, et donc, au lieu de passer 3 heures pour trouver le bon prix, je file ça et c'est lui qui va se démerder, en fait. Moi, j'ai pas envie, voilà, pour moi, j'ai pas envie de passer 3 heures. Enfin, je simplifie à outrance, mais j'ai pas envie de passer 3 heures à chercher un billet de train, en fait. Bon, pour moi, c'est la robotique et l'IA, c'est en plus, il disait, intelligence humaine. Human Intelligence plus IA, pour moi, ça va nous permettre d'être plus humains d'une certaine manière. Parce qu'à bien des égards, encore une fois, on est des robots. Il fallait travailler à la chaîne, si on peut déléguer ça aux humains. Voilà. Après, le transhumanisme, pour moi, c'est c'est pas un souci, tant que ça nous rend plus humains. D'accord. Donc ne pas oublier l'humanisme dans le transhumanisme, voilà. On monte ces 2 bouquins-là? Et encore, il y en a d'autres en plus. Il y en a plein. Si vous voulez d'autres références, je les mettrai en commentaire. Ça, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Merci pour tout, Aurélien. C'était fascinant. C'est très frustrant d'aborder ce genre de sujet avec toi parce que du coup, on a creusé un pouillème de pourcent de ce qu'on pourrait. Lisez ces bouquins-là. Hein. Encore une fois, c'est pas forcément le futur, mais ça apporte de la créativité, du souffle, et en tout cas, ça te permet de voir. Ça titille l'imaginaire, voilà, sur un futur possible. Après, c'est pas forcément le futur, mais sur un futur possible. Super. Voilà. Merci pour tout. Merci. Nous, on se retrouve une nouvelle fois un lundi et un jeudi. On aura 2 conversations la semaine prochaine. Lundi, on recevra Pénélope Lio. Elle a lancé le Noël de la French Tech. Je dis petit, mais en fait, c'est une très grande initiative que je trouve assez intéressante, qui est de dire on a des super startups en France et ils ont peut-être des produits pour vous donner plein d'idées pour vos enfants, pour vos frères, pour vos parents, pour Noël. Et donc j'ai envie de la recevoir parce que ça m'intéresse ce côté et puis du coup de voir un peu ce qui se passe parce qu'on n'a pas trop parlé des startups finalement sur ce canapé, donc ça m'intéresse d'avoir Pénélope pour parler de ça. Et ensuite nous aurons jeudi Thierry Keller, il a monté Ouzbek Erika, on va parler de futur là aussi et on va voir. Ah bah oui, mais en plus. Bah voilà, le lien parfait. Ouzbek Erika, c'est un magazine qui a déjà à mon avis 4 ans, je dis une bêtise, 4-5 ans, mais ça ne m'étonnerait pas. C'est un super magazine, je suis vraiment amoureux de ce qu'ils font. C'est une super équipe et du coup je suis ravi de le recevoir pour parler du coup de l'avenir un peu des médias, mais de médias un peu papier et surtout parler un peu de l'avenir du futur. L'avenir du futur, ça se dit non, ça se dit pas. Parler du futur surtout. On va voir ensemble un petit peu les différents futurs et quelle est sa perception. Surtout qu'il travaille sur plein de sujets hyper intéressants comme l'argent avec le crowdfunding, puisqu'ils ont lancé Ouzbek Erika un nouveau magazine avec KissKissBankBank. Donc on va parler de tout ça, développement de leur groupe média, comment ils voient cette vision et puis sa vision un peu du futur. Donc on se retrouve lundi, 19h. Et toi, on te retrouve sur les réseaux sociaux, Aurélien ? Ouais. Aurélien, c'est quoi ton Aurélien Fache ? Aurélien Fache sur Twitter ? Non, c'est Mathémagie, mais tapez mon nom sur Google, vous allez me trouver, il n'y a pas de souci. Et on t'envoie des messages et tu réponds. Voilà. C'est génial, ou en commentaire de cette conversation. Merci à tous, et je vous dis à très bientôt. Ciao !